Alors, bonjour à tous. Je pense qu'on est déjà en direct. Je vais laisser le temps de vous connecter, de chercher aussi Audrey. Hop. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'attends un peu de temps. Je vois que la connexion est établie. Vous savez beaucoup de... Bonjour, Ouais, ça va? très bien, et toi? Ben oui, ça va. J'ai mis le petit au lit, ça y est. Bon, super. J'espère qu'il va nous Je pense, laisser. je pense qu'il va dormir. J'y crois. On y croit. C'est ça. Bon, on va laisser un peu de temps pour que tout le monde puisse se connecter. Ça marche. Bonjour à tout le Bonjour monde, à tous. plein de coucous. Ben oui. Bon, Bon, je suis carré. Sarah Garcia, chargée des projets chez Optoys. Bienvenue dans ce live, Insta Live autour des conseils et astuces pour la classe flexible. On est avec Audrey Seignerin. Bonjour, donc Audie Mécresse sur les réseaux sociaux et je travaille sur l'Académie de Versailles et depuis 3 ans maintenant sur le principe de la classe flexible. Donc, super, on n'a qu'une petite heure ensemble. On avait reçu C'est ça. beaucoup de questions, donc je pense qu'on ne va pas s'ennuyer, ça va être très riche. Et le but est vraiment d'essayer de répondre à toutes les questions, toutes les interrogations autour de comment amener à bon port ce projet de classe flexible. Donc, C'est on a ça, ouais. récolté beaucoup de questions et on va essayer de répondre ensemble. J'ai Bonjour. structuré. Bonjour. Et je ne Ça sais pas si on marche. laisse quelques instants de plus et après on démarre, Je comme vous sais voulez. pas, c'est toi qui arbitre. Ok. Bon. Salut tout le monde. Salut, tout le monde débule des savons. J'aime bien. Donc voilà, Bonjour. donc on va commencer par la partie plus conditions. On a reçu beaucoup de questions autour de, voilà, j'ai une petite salle, est-ce que c'est possible de faire une classe flexible dans un tout petit espace? Oh, il faut vraiment avoir quelques mètres carrés minimum pour pouvoir lancer ce projet. Alors du coup, pour répondre à cette question, oui, c'est possible dans une petite salle. Moi, dans mon école, on est 5 classes de CP dédoublées, donc forcément, on a moins d'élèves, mais on a 2 collègues qui sont dans des toutes petites classes parce que c'est une grande classe de 50 mètres carrés qui a été coupée en deux. Donc Mhm. du coup, elles ont 14 élèves, 13 ou 14 élèves selon les années, dans une petite classe de 25 mètres carrés. Donc c'est Oui. vraiment petit, voilà, c'est un peu étroit, mais ça se fait. La grosse chose à faire en premier, c'est de désencombrer l'espace en fait. Parce que dans les classes, souvent, quand on arrive dans une classe, on a plein de choses qui étaient là avant, à part quand on Mhm. arrive dans une école qui ouvre, et c'est quand même assez rare. En général, on arrive et il y a des années et des années de matériel entreposé. Des gros meubles. Souvent, les meubles, il y a 50 ans, ils étaient beaucoup plus gros que Oui. les meubles qu'on fait maintenant, en fait. Donc, le mobilier prend de la place. Et donc, moi, c'était mon cas. J'avais un très gros bureau à l'ancienne, les vieux bureaux en bois qui prennent vraiment beaucoup plus de place que les bureaux qu'on peut faire maintenant. Et donc, les premières choses que j'avais fait, c'était d'enlever ce mobilier qui sert pas aux élèves. C'est-à-dire que tout ce qui sert à l'enseignant, mais pas aux enfants, on va essayer de pouvoir le placer ailleurs. Alors, je sais que c'est pas simple, que certains enseignants préfèrent garder le bureau, mais par exemple, ça peut être des espaces de stockage. Si vous avez, je sais pas moi, 2 armoires dans la classe, on en enlève une et on va essayer de stocker. Alors, on peut avoir une réserve dans l'école, on peut avoir une salle des maîtres. Enfin, voilà, il y a toujours des solutions si on commence à vouloir les chercher pour essayer de désencombrer l'espace. Et du coup, ça fait de la place. Et en fait, c'est ça qui va faire que... Parce que les murs, vous ne pourrez pas les pousser. C'est En sûr. revanche, vous pouvez enlever des meubles. Et c'est comme ça, en fait, que dans une petite classe, on peut s'en sortir. Après, il y a encore l'autre possibilité, c'est de ne pas faire que du flexible. On peut aussi faire du semi-flexible, c'est-à-dire que les élèves ne se déplacent pas forcément à tout moment dans la journée, mais vont se déplacer à certains créneaux. Et on peut quand même garder des places fixes, de manière à ce que, voilà, on est rassuré, on a quand même des places fixes, et on donne une espèce de semi-flexibilité qui fait que du coup, il y a moins de... ça grouille moins en fait que dans une salle où
on pourra se permettre de laisser les enfants se déplacer davantage quand on a beaucoup d'espace. Mhm. Donc voilà, c'est les choses à moduler, c'est plutôt sur l'aménagement et puis bah, sur la pratique du flexible avec semi-flexible éventuellement. Ok. Et donc, du coup, quel est l'effectif minimum? L'effectif minimum ou maximum, parce Les deux. que il n'y a pas d'effectif minimum. Pour le coup, c'est comme tu dis, ça rassure, oui, effectivement. Coucou, maîtresse maladroite. Et oui, donc effectivement, il n'y a pas de minimum et de maximum. Moi, j'ai travaillé à 27 CP au Ok. début, quand je me suis lancée la première année. J'avais 27 CP en fait. Donc du coup, ah, on nous dit qu'on nous entend pas. Ah. Mince, je pense que c'est un problème de connexion chez eux, du coup, parce que moi, Est-ce que c'est le cas d'Aurélie ou est-ce que c'est le cas de tout le monde? Parce que moi, c'est le je premier pense que c'est pas le commentaire. cas de tout le monde, puisque si certains nous répondent, c'est qu'ils entendent. Mais oui, donc pour en revenir, moi j'ai commencé donc à 27 CP. Ah, on nous entend pas non Oui, nous plus. s'entend bien. Je pense que c'est des problèmes Ah bon, des connexions ça dépend des des personnes, oui. connexions. D'accord, Ok, merci. merci des retours. Merci Eva. Oui, du coup, voilà, donc en fait, c'est... Qu'est-ce que je disais? J'ai commencé à 27, maintenant je suis à 13 ou 14, donc je dirais que ça se fait même avec des gros effectifs. Après, effectivement, avec un plus gros effectif, c'est plus difficile. L'espace est beaucoup plus investi. On a l'impression qu'en fait, il y a du monde tout le temps partout. Oui, Mais finalement, c'est du travail, en fait. Ça fait plus de bruit aussi. oui. Mais voilà, mais c'est du bruit de travail. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est pas de se dire oh là là, j'ai une trop petite classe ou oh là là, j'ai trop d'élèves. C'est de se dire que on veut changer ou on ne veut pas changer, en fait. Oui, C'est comme tout. Si on veut vraiment c'est se mettre en lancé. flexible, on va pas se trouver des excuses. Alors, je dis des excuses, mais je les ai abordées moi aussi à l'époque, hein, il n'y a pas de souci. Mais je ne dis pas ça dans le sens péjoratif, parce que moi aussi, je me suis dit, oh là, là, j'en ai trop, oh bah, j'ai pas la place de ci, j'ai pas la place de ça. Et finalement, on y arrive en fait. Donc voilà, le plus gros changement, c'est là-haut. Et Oui, après, tout ce qui est mobilier et élèves, ça va suivre en fait. ok. Et mon fils pleure. Tu viens les voir ou c'est Non, ça bon? va, pour l'instant, Bon, il joue. Voilà, on va le laisser jouer. Tu bon, sais, c'est flexible aussi à la maison, donc il s'amuse. super. Et donc, du coup, Voilà. par rapport aux étapes, est-ce qu'il faut aller progressivement? Parce que oui, voilà, les changements, c'est dans la tête. On décide de dire, allez, on y va, je vais mettre en place ce projet des classes flexibles. Mais Oui. après, il a des étapes ou des processus à Coucou, respecter? Mimi. Alors, oui, je pense que c'est mieux de le faire progressivement. Maintenant, moi, l'année où je me suis lancée, j'y suis pas allée progressivement parce que justement, j'étais dans cette dynamique de 27 CP. L'année d'avant, j'en avais 25 et j'étais en traditionnel vraiment, enfin, traditionnel. J'avais des îlots, je travaillais avec des petits ateliers, mais c'était pas poussé à Mhm. son maximum. Et puis cette année-là où j'ai eu les 27, c'était pas ma première année de CP, j'en avais déjà fait, du coup j'étais plus à l'aise aussi dans le niveau, parce que ça c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on se lance dans un niveau qu'on connaît pas. On ne réinvente pas tout direct en fait. Donc du coup j'avais vraiment pris le temps de savoir ce que c'était que le CP. Il y a quand même des gros enjeux au niveau de la lecture, etc. Donc faut pas se louper. Et la deuxième année, en revanche, je suis passée donc à 27 avec vraiment une classe très très hétérogène. J'avais des élèves qui étaient excellents, qui pouvaient aller au-delà du CP et des élèves qui étaient vraiment en très très grosse difficulté et qu'il fallait accompagner. Et c'est donc là que vraiment je me suis dit ça va plus. Et donc j'ai tout changé au mois de janvier. Donc en cours d'année, je sais qu'il y a une question qui m'était venue, est-ce qu'on Oui, peut changer en cours de route? Donc je vais y répondre, oui, on peut changer en cours de route. En fait, il suffit d'inclure les enfants dans le projet. C'est-à-dire que moi, en janvier, je leur ai dit, voilà, les enfants, j'ai beaucoup lu pendant les vacances de décembre, j'ai beaucoup discuté avec des collègues sur justement Instagram qui s'étaient lancés avant. Et donc, en fait, ben, je leur ai présenté le principe du flexible, mais j'avais pas de matériel, j'avais pas grand-chose au départ. Simplement, l'idée qu'on allait bouger, qu'on allait mettre en place des ateliers de façon plus régulière. Parce qu'au départ, c'est parti comme ça. Je travaillais sur un créneau le jeudi d'atelier avec ma classe. Et finalement, je me suis dit que enfin, je voyais que dans ces moments-là, c'était là où ça bossait le plus finalement. Il y avait beaucoup plus de bruit, certes, beaucoup plus d'interaction, mais les élèves étaient tous au travail en même temps et c'était génial. Et à l'époque, j'avais une maître plus
qui n'existe plus maintenant parce qu'on a les CP dédoublés, mais c'était une enseignante supplémentaire qui venait dans la classe sur ce créneau-là d'atelier. Mhm. Et donc, en fait, au mois de décembre, je me suis dit, mais en fait, le créneau d'atelier que j'ai le jeudi pendant 2 heures, il faudrait que je le fasse tous les jours finalement parce que ça marche super bien. Et les élèves avançaient à leur rythme et pouvaient pratiquer des choses dans leurs compétences accessibles en fait. On Mhm. n'était plus sur tout le monde en même temps, etc. Donc voilà comment je m'étais lancée au mois de janvier. Et donc je suis partie sur le principe de faire ces ateliers-là un peu tous les jours. Et j'ai démarré sur des centres d'autonomie, où je mettais mes élèves en binôme, donc ils étaient par deux. J'en prenais la moitié avec moi, donc j'avais un groupe de 14 ou un groupe de 13. Et les autres étaient par deux ou par trois, et tournaient en fait dans des ateliers. Donc euh, j'ai vraiment tout changé en fait dans ma façon de fonctionner assez radicalement. Donc voilà, du coup, ça se fait de changer d'un coup. Mais c'est mieux quand même de peut-être commencer progressivement, en tout cas de le faire à son propre rythme. C'est-à-dire que moi, c'était un besoin à ce moment-là de changer vite parce que je ne m'en sortais plus. J'avais des élèves qui étaient vraiment en grande difficulté, il fallait que je les aide, donc j'ai tout chamboulé d'un coup. Mais après, j'ai fait des retours en arrière parce que justement, j'étais peut-être allée un peu trop vite sur certaines choses. À contrario, si on est prêt, on peut y aller. Je pense qu'il faut s'écouter et il faut aussi écouter nos élèves. C'est-à-dire que moi, je pars du principe surtout que la classe, on l'a fait en collaboration avec eux. Mhm. Qu'on soit en flexible ou pas, nos élèves sont Ouais. nos complices de pédagogie. C'est-à-dire que si vos élèves ne vous suivent pas dans ce que vous faites, ben, quelque part, on bosse pas pour nous, en fait, on bosse pour eux. Donc il faut quand même avoir leur consentement, leur aval. Et donc, en fait, je pense que c'est très important de tout leur proposer, surtout. Enfin, voilà, ça partait de là. Donc, je leur faisais des propositions. Et puis, on essayait sur quelques jours. Et puis, on réadaptait parce qu'ils me disaient, bah non, mais ça, on n'a pas aimé. Voilà. Bien. Donc, et puis, les problématiques qui peuvent se poser ne sont jamais les mêmes selon les promotions, Mhm. hein, parce que les élèves ne sont pas les mêmes aussi chaque année. Donc là, j'ai vu une collègue qui, tout à l'heure, a dit qu'elle n'était pas d'accord sur le bruit, que dans sa classe, c'était le calme qui ressortait. Effectivement, il y a des moments de calme, vraiment. Moi, cette année, là, je viens de traverser une année très compliquée, outre le confinement, parce que ça, c'était dur pour tout le monde. Mais j'avais une classe extrêmement difficile cette année et le flexible et en général toute ma pédagogie a été très, très chamboulée. Et beaucoup, beaucoup de choses ont été remises en cause, en fait. J'ai dû changer beaucoup de choses, revenir sur des choses que je pensais acquises parce que ça fait 3 ans que ça fonctionnait avec les élèves précédents. Pour donner une Oui, indication, oui. ceux qui me suivent ici le savent, mais cette année, j'ai quand même eu 7 ballons percés. Les ballons d'équilibre sur lesquels on s'assoit. Voilà, pour vous dire à quel point j'avais une cohorte un peu compliquée. J'ai eu 7 ballons percés, donc j'ai quand même persévéré longtemps, hein, parce que j'ai beaucoup de collègues ici qui me disaient, mais arrête d'en rajouter, enfin, laisse tomber, en fait, tu sais même pas qui te les perce et puis ils méritent pas. Bon, je me suis accrochée longtemps jusqu'au bout, mais voilà, 7 ballons, ils sont passés, donc c'est quelque chose qui ne leur a pas convenu. Alors j'avais des élèves avec des gros soucis de comportement, vraiment cette année, c'est comme ça, il y a des classes qui sont plus difficiles. Oui, je suis en REP, il y a des classes qui sont plus difficiles que d'autres. L'année dernière, ça fonctionnait très très bien et dès le mois de septembre, mes ceintures de compétences tournaient. Et là, cette année, les ceintures de compétences n'ont pas tourné comme je l'aurais voulu et ça n'a pas adhéré en fait. Donc j'ai eu des moments aussi où je suis passée à j'impose aux élèves parce que moi je travaille plus en centre depuis 2 ans. Du coup, au départ, j'étais partie sur des centres et très vite, je suis passée sur les ceintures de De compétences. compétences. Oui, tout à fait. Et en fait, finalement, j'y suis revenue cette année. Je suis revenue alors pas aux ceintures de compétences, mais au traditionnel où j'ai dit aux élèves, bah voilà, je vous impose des choses à faire, le temps que ça aille mieux. Et donc avant le confinement, ça commençait à aller mieux. Et puis bon, bah on a confiné, donc ce que je disais, j'aurais jamais la suite, j'aurais jamais pu savoir ce qui allait en être. Mais voilà, il faut vraiment des fois se laisser du temps, revenir en arrière. Et c'est pas des échecs de devoir revenir en arrière, c'est justement prendre en compte les données variables qu'on a, parce que d'un élève à l'autre, c'est différent, d'une année à l'autre, c'est différent. Donc voilà, il faut vraiment
c'est beaucoup de tâtonnements finalement, Oui, il n'a comme pas de recettes, non? Il faut non, il n'y a s'ajuster. pas de recette et finalement ça fonctionne comme dans une autre classe, hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui fonctionnent pas comme on voudrait et comme on penserait que ça pourrait fonctionner alors qu'on a tout donné. Et puis à l'inverse, d'autres années ça fonctionne bien. Faut aussi faut aussi se laisser le temps. Euh, voilà. Et je Mhm. lis parce j'ai vu qu'on avait des questions. Alors, dans les centres, le travail est imposé. Oui, en général, dans les centres, si on adopte la pédagogie des centres, justement, les, les centres sont imposés. Après, le travail dans les centres peut ne pas être imposé si on propose plusieurs activités. Mhm. C'est-à-dire qu'on peut proposer plusieurs activités à réaliser dans le centre d'écriture, par exemple. L'élève va pouvoir avoir un choix, une latitude dans le choix de l'activité dans le centre. En revanche, le centre va lui être imposé. Du coup, voilà, il y a des avantages et des inconvénients à travailler en centre. C'est rassurant. Ça permet d'être sûr que tout le monde est passé par les activités sans avoir loupé des élèves. Ça permet d'être sûr que tout le monde est en activité aussi au même moment. Enfin, vous pouvez être en moitié de classe, mais avec les centres, vous êtes sûr en fait que les choses vont être faites parce que généralement, ils tournent sur 2 centres par jour. Si on est sur une semaine à 4 jours, ça fait 8 centres dans la semaine. À peu près, ça peut être plus, ça peut être moins, mais c'est variable. Mais en tout cas, le fait d'avoir des centres imposés, vous êtes sûr qu'à la fin de l'année, à la fin de la semaine, pardon, tout le monde est passé sur les centres prévus. Donc après, on m'a demandé aussi des exemples de centres à commencer dès le début. Alors ça, je dirais que c'est encore une fois à l'appréciation de chacun, mais ça peut être centre d'écriture, ça peut être centre de lecture où on s'entraîne à la lecture fluence, ça peut être le centre d'écoute où on écoute des histoires et puis on va pouvoir faire des résumés, faire un dessin de ce qu'on a compris, inventer une suite. Enfin voilà, c'est très très vaste, c'est varié. Et Le Nani, centre, et Nani nous oui, demande la différence entre la pédagogie des centres et la pédagogie des espaces. Est-ce que c'est la même chose ou pas? la pédagogie des centres, en fait, c'est vraiment cette histoire, enfin cette logique d'imposer, enfin pas d'imposer, mais d'avoir quelque chose de rythmé et de Mhm. cadré. Après, la pédagogie des espaces, c'est l'espace en fait que vous allez employer dans la classe, je pense, parce que j'emploie pas moi ce terme de pédagogie des espaces. Donc, si elle veut préciser, il n'y a pas de souci. Pour peut-être que je me trompe, mais selon moi, en fait, les centres ne sont pas forcément euh, euh, synonyme d'un espace dans la classe. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un centre Oui, matérialisé. qui change. L'enfant, il va se servir dans ce centre-là, par exemple, si c'est pratique. Le centre d'informatique, bien souvent, on est obligé de le mettre là où il y a des prises de courant. C'est logique. Mais par exemple, le centre d'écriture, si on a des boîtes qui peuvent se déplacer facilement, l'élève n'a pas besoin d'être à un endroit précis pour écrire. En fait, s'il est équipé de matériel, d'un tiroir mobile, par exemple, il peut prendre le tiroir de l'écriture, aller s'installer où bon lui semble et sur une assise qui lui correspond. Je crois que je vais devoir monter parce que j'ai mon petit qui crie vraiment fort. Je vais peut-être le descendre, je vais voir. Mais voilà, enfin, pour moi, centre et espace sont liés, mais ne sont pas forcément obligatoirement cloisonnés. Mhm. Voilà. Tu veux monter? Ouais, 2 petites minutes Allez, parce on que là, elle t'attend. s'époumonne. Je reviens tout de suite. Très bien, Pardon. merci. Bon, ça, c'est le direct. Audrey a dû partir s'occuper de son petit qui devait faire la sieste, qu'habituellement tous les jours fait la sieste à la même heure. Et comme par hasard, ces petits les sentent. Il a senti qu'on faisait un live. Il a dit, moi, mais moi, je ne veux pas le rater. Donc voilà, on était en train de répondre aux questions de comment réussir la classe flexible avec Audrey. On a vu que vraiment c'est une nouvelle approche pédagogique qui va au-delà de mettre quelques ballons et des assises différentes, dynamiques. Elle a vu que, voilà, et c'est une des premières choses qu'elle a dit, c'est l'importance de la décision prise par la maîtresse dans la tête. C'est la première étape. Après, elle a commencé à dire l'importance d'impliquer les enfants, voilà, les faire partie du projet parce qu'en fait, comme elle disait, c'est des collaborateurs, c'est des complices. Et donc, du coup, c'est très important de les impliquer. Et aussi, elle a partagé l'expérience de cette année difficile, malgré, mis à part les confinements, mais malgré son expérience, elle croyait avoir vraiment bâti des règles pendant ces 3 premières années. Et voilà, cette année, elle a eu des difficultés, des choses qui ont pas fonctionné. Voilà, elle disait son expérience
un petit sabotage de certains élèves avec 7 ballons qui ont passé. Et bon, après, j'avais envie de dire, voilà, quelle était la qualité aussi. Mais voilà, donc c'est intéressant de voir qu'il a des étapes aussi un peu à respecter et que c'est surtout le rôle de l'enseignant qui change. Et l'importance, elle dit, c'est aussi d'impliquer les enfants et dans cette première étape. Bon, je ne sais pas si Audrey est de retour. Si, si, je suis Voilà, là. donc j'ai fait entre-temps Désolée. un petit récap de ce que tu Oui, as dit. Et je désolée. disais, voilà, l'importance d'impliquer les enfants, que la première étape, c'est la décision de la maîtresse ou de mettre dans la tête, quoi. Donc, C'est ça. et aussi, on parlait du profil. Donc, cette année, tu as eu des élèves un peu plus compliqués. Est-ce que Oui. tu as vécu ou tu as ton expérience des élèves où tu as vu l'impact de cette pédagogie avec des élèves TSA ou TDAH? Tu peux un peu partager Oui. parce que c'était une des questions de dire est-ce que c'est possible avec eux? Quels sont les avantages et Oui. les inconvénients? Alors, il y a forcément des élèves qui vont pas adhérer directement. Il y a des élèves qui euh, vont avoir besoin de repères. Voilà, il y a des élèves qui préfèrent vraiment qu'ils le disent. J'avais une année un élève parce que moi j'ai plus de casiers sous les tables, on les utilise plus. Mhm. Il y a un meuble à casier dans la classe qui leur permet de délester leur matériel et d'avoir quand même un espace à eux pour ranger leurs affaires. Mais une année, j'ai un élève qui a gardé ses affaires dans sa case, sous sa table, et qui ne souhaitait pas du coup changer de place du tout pendant toute l'année. Il a gardé sa place, enfin il se déplaçait de temps en temps, mais très souvent il revenait, il était très attaché à sa table. C'était un élève avec des besoins particuliers. Mhm. Donc ça s'entend et ça se respecte en fait. C'est-à-dire que Tout à fait. c'est pas un problème. Il faut vraiment s'adapter à chaque élève. Donc si lui éprouvait ce besoin d'être plutôt à sa table, eh ben il n'y a pas de souci en fait. Il allait chercher ses boîtes d'atelier comme les autres, sauf que lui il revenait sur sa chaise classique. Il n'avait pas envie d'être sur un ballon, mais il n'en avait pas envie. Donc après, il y a pas mal de petites choses quand même qui permettent à ces élèves-là, s'ils ont besoin de s'isoler, on a tout ce qui est les paravents. Oui. Vous voyez ce que je veux dire, les paravents qui permettent de s'isoler. Les casques anti-bruit également. Moi, j'ai ceux de chez Optoys qui sont vraiment bien. Ça permet en fait de faire une bulle pour l'élève. Donc moi, j'ai même des élèves qui n'ont pas de troubles ou de besoins particuliers, qui réclament d'aller chercher un casque anti-bruit à certains moments, par exemple s'ils sont en train de faire une activité d'écriture et qu'à côté il y a des élèves qui sont en train de faire de la manipulation ou que des élèves sont en train de collaborer à côté d'eux, ben forcément ça fait du bruit, il y a des petits échanges et j'ai des élèves qui ont vraiment besoin de concentration donc ils vont chercher un casque. Alors au départ ils demandent et puis après très vite ça se régule très bien aussi Super. l'empreinte de matériel donc ils vont se servir, ils prennent le casque, ils le mettent sur leurs oreilles, ils réalisent le travail avec le casque sur les oreilles et puis bah, ils vont ranger le casque. Donc il y a aussi pas mal de petites astuces comme ça, même les tout-balous, les chuchoteurs. Mm. Un élève qui a besoin de s'écouter, bon bah souvent on entend mais tu fais trop de bruit, chut, lis dans ta tête. Bon bah là on peut lire dans son tuyau et ça Mhm. permet en fait de ne pas déranger les copains, mais de quand même être dans de la lecture à haute voix. Donc Mhm. il y a vraiment des petites astuces comme ça qu'on peut mettre en place. Après ces élèves-là, globalement, moi je trouve que ça les canalise. Des élèves par exemple avec des troubles de l'attention, les élèves qui ont besoin de bouger, parce qu'en fait on le dit de plus en plus, hein, les Oui. neurosciences le prouvent jour après jour. Là cette année je devais avoir justement une personne qui venait dans ma classe. C'était très intéressant et ça a été annulé avec le confinement. C'était une chercheuse qui devait venir voir en fait les impacts de la position debout sur les apprentissages parce qu'il a été vraiment prouvé que quand on est debout, souvent en train de marcher, on est plus mobilisé là-haut. Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, c'est le cas. Souvent, quand je Mhm. suis au téléphone, je marche. Je fais les 100 pas et donc voilà. Après, il y a des personnes qui dessinent, qui griffonnent pendant les conférences et en fait, elles sont quand même à l'écoute. C'est juste que leur cahier est rempli de petits dessins. Donc voilà, toutes ces astuces-là, en fait, finalement, que nous, adultes, on connaît, les élèves le vivent aussi. C'est pour ça qu'en fait, il faut aussi laisser ces élèves-là utiliser ces petites astuces. Et donc moi, j'avais un élève il y a
3 ans, quand je me suis lancée, il passait sa vie sous la table. Tout le temps, il me cherchait, il était sous la table, il n'était jamais assis à sa place, il était allongé par terre au sol et il ne tenait pas en place. C'était un très bon élève, il était moteur, mais il était incapable de rester assis sur une chaise. Donc lui, pour le coup, il avait priorité sur les ballons. C'était vu avec les camarades, c'est-à-dire qu'il en avait demandé, il avait dit est-ce que je pourrais prendre les ballons si ça va pas. Donc il en avait parlé au coin regroupement à ses camarades qui lui avaient dit bah oui d'accord tu pourras prendre le ballon quand ça va pas. Donc les camarades prenaient le ballon s'ils en avaient besoin et envie, mais cet élève-là en particulier pouvait demander le ballon à tout moment s'il sentait qu'il était en explosion, je dirais. Mhm. Et on lui laissait le ballon pour qu'il puisse se recentrer dessus. Donc, encore une fois, c'est juste un peu de la logique, mais c'est important toujours de fédérer son groupe et Oui. d'expliciter tout. C'est parce que la classe flexible, souvent, on rejoint ça à l'explicitation, à la pédagogie explicite. Et là, en fait, moi, les élèves sont vraiment complètement impliqués dans toutes les décisions. Et si un élève propose quelque chose, ben, on va en discuter tous ensemble. Donc un élève qui a des besoins particuliers, c'est important aussi que les autres le sachent, le reconnaissent, l'acceptent. Ce qui ne veut pas dire qu'on va tout lui passer non plus, hein. Un élève qui va Oui. faire des crises, etc. On ne peut pas dire aux autres élèves, bah oui, mais tu comprends, il est comme ça, donc ça passe. Non, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire. Mais, euh, mais voilà, si les enfants, en fait, à partir du moment où ils sont impliqués et où ils sont je dirais, conscients et qu'on leur dit vraiment les choses, ils peuvent tout, très très bien comprendre, même mieux que des adultes en fait. Ils ont une capacité d'adaptation et un potentiel d'empathie qui est exceptionnel. Et donc en fait, ils vont naturellement, bah tiens, viens. Moi j'en avais un justement, bah, celui qui restait toujours à sa place. Il nous faisait beaucoup de crises d'angoisse. Et parfois, ça montait très fort. Et sur la fin, j'avais des élèves qui l'emmenaient aux toilettes se calmer, en fait. Il n'avait même plus besoin d'intervenir. Maîtresse, je l'emmène se calmer aux toilettes. Donc, elle l'emmenait, elle lui mettait un mouchoir mouillé sur la figure, le temps de faire redescendre la pression. Et en fait, voilà, c'est magique. C'est à partir du moment où l'ambiance est, comment Bonne. dirais-je, une ambiance de coopération, une bonne Mm. ambiance et puis de collaboration, de coopération. Maintenant, ça peut mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à venir. Cette année, ça a été vraiment très difficile dans ma classe. Il y a eu des Oui. bons moments de coopération. Ah non, mais je tiens à en parler parce que c'est vrai qu'on dit toujours tout va très bien et que sur Oui. Instagram, on montre toujours tout ce qui va très bien. Ceux qui me suivent cette année ont quand même vu que j'ai subi pas mal de galères, hein. J'ai quand même un élève qui m'a découpé mon manteau avec une paire de ciseaux. C'était, enfin voilà, c'est à 6 ans, c'était un peu violent. Ah oui. Mais du coup, voilà, ça a été un peu compliqué. Donc il y a vraiment, on peut pas dire que tout roule que tout marche sur des roulettes, c'est pas vrai. Des fois, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas. Et dans cette classe, globalement, je ne suis pas parvenue à une osmose et à une harmonie comme j'ai pu obtenir les années précédentes. Mais j'ai eu des moments des jours, vraiment des semaines même, où tout se passait très bien, où on avait de la coopération, où cet élève-là, justement, qui posait des soucis, qui m'a coupé mon manteau, coupé des cheveux, percé des ballons, et ben, s'est trouvé quand même accompagné par les camarades et il ne lui en tenait pas rigueur. Il l'aidait quand même, etc. Donc, voilà, il y a des moments quand même dans cette pédagogie, et je pense, mais même dans toute pédagogie finalement, parce que c'est l'enseignant qui insuffle aussi Mm. une façon de faire. Donc souvent, on dit la classe flexible, mais c'est pas une solution en soi en fait, c'est une autre façon de procéder, mais qui ne prévaut pas forcément sur le reste. Et bon, là, je digresse un petit peu, mais souvent, on oppose traditionnel frontal avec flexible, alors que il n'y a pas vraiment d'opposition tranchée. C'est-à-dire que oui, effectivement, quand on est en classe flexible, en général, on n'est pas là pour faire du frontal avec tous les élèves qui apprennent en même temps, mais, euh, mais il nous arrive, en tout cas, moi, ça m'arrive très souvent, d'avoir mon groupe classe en entier et de travailler sur des choses avec tout le monde en même temps, parce que ça, c'est pertinent et parce que ça se prête bien et que tout ne se prête pas non plus à une pédagogie de groupe. Tout ne se prête pas non plus à travailler en restreint, d'autant plus en CP dédoublé, parce que quand vous avez un petit effectif comme moi, à 12 13 élèves, toujours couper le groupe, finalement, est-ce que c'est pertinent? Parce que des fois, à 6 on peut manquer d'émulation, au contraire.
Il n'y a pas Mhm. assez d'échanges, donc Oui, finalement, ça stagne. c'est pour ça que j'ai posé la Voilà. question aussi de l'effectif minimum, parce que des fois, des trop Oui, petits groupes, ça manque de richesse et c'est ça. d'interaction. Et ben ça, moi, je dirais que ça dépend aussi de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que si vous Mhm. êtes sur une découverte de notions français maths un peu compliquée, c'est banco pour y aller avec un groupe de 6, c'est parfait. Maintenant, si vous êtes en art visuel ou sur un projet de classe qui englobe tout le monde, ben là, c'est banco pour y aller en collectif avec tout le monde. Et j'oserais même, parfois même en frontal. C'est-à-dire que Oui. vous avez tous les élèves qui sont devant vous. Alors, moi, je ne peux pas faire de frontal avec un élève par chaise et par table parce que j'ai plus une chaise et une table par élève. Mais s'ils sont assis par terre Donc, devant les camarades qui sont sur une chaise, ça reste quand même une pédagogie frontale. Et à un moment donné, ça m'arrive et j'ai pas de honte là-dessus. Enfin, voilà, oui. faut pas trop stigmatiser aussi parce que souvent on met derrière la classe flexible un peu tout et son contraire. Et puis surtout, on dit que c'est miraculeux. Mais ça ne l'est pas. Ce qui est flexible en premier, c'est la pédagogie de l'enseignant. Après, l'aménagement, c'est de l'accessoire. Alors, de l'accessoire qui aide certains élèves, de l'accessoire qui embellit la classe, mais pas que, parce que si on n'était que sur de l'esthétisme, clairement, on ferait déco, on ne ferait pas Oui. enseignant. Mais l'aménagement de la classe, c'est une petite partie infime en fait. Et si vous mettez canapé, ballon, tabouret oscillant dans votre classe, mais que vous êtes en pédagogie classique avec tout le monde en même temps, il n'y a pas grand intérêt d'avoir ces assises, à part faire plaisir aux élèves et peut-être canaliser certains comportements Mhm. difficiles. Mais globalement, c'est quand même avant tout la pédagogie de l'enseignant qui doit changer, se dire que tout le monde ne peut pas à un moment donné travailler la même chose, miser sur le fait qu'on part d'un point A pour aller au point B de chacun. C'est ça qui est C'est difficile, ça qui c'est est que bien. souvent on veut finir le programme et on se dit ben, à la fin de l'année j'aurai fini mon programme. Et en fait, il y a des élèves qui n'attendront pas la fin du programme. Ils auront vu les notions, parce que ça, Mhm. c'est très important aussi. On voit les notions, on les aborde, on les travaille, mais on ne peut pas dire que les notions sont acquises pour tout le monde. Maintenant, on le sait, c'est dit, c'est plus comme avant où on disait, bah oui, à la fin du CP, tu as acquis tout le CP et puis tu passes en CE1. C'est pour ça qu'on travaille sur du cycle. On Mhm. est sur cycle 2, c'est CP, CE1 et CE2 maintenant, alors qu'avant c'était que CE1. Ça s'arrêtait et maintenant on a le CE2, donc ça montre bien qu'on on est dans une dynamique où on veut laisser 3 années aux élèves pour asseoir leur savoir et les consolider. Donc finalement, la pédagogie flexible, elle rejoint ce travail par cycle, tout simplement. C'est laisser le temps au temps et accepter que les élèves, à la fin de l'année, ne sont plus tous au même point. Même si toutes les notions ont été vues et abordées, ça c'est Oui. important, parce que sinon, quand ils passent en classe d'après, le collègue peut vous houspiller et ça se comprendrait, mais dire bah, tout le monde a vu, je sais pas, le passé composé et c'est acquis, non. Tout le monde a vu le passé composé et ces élèves-là, c'est acquis. Pour cela, c'est à consolider. Pour cela, c'est encore fragile. Voilà, c'est plus comme ça qu'on voit les choses dans la pratique flexible. Oh, j'aime bien parce que c'est une approche très franc et j'aime bien de dire voilà la vie est comme ça, c'est pas la vie en rose hein. Et j'aime bien ta façon de présenter les choses. Effectivement, c'est une pédagogie, c'est une façon de faire et effectivement vous êtes pas des, des magiciens. Donc vous faites avec Non. ce qu'il y a et en co-construction. Donc on a bien compris que les outils et l'aménagement, c'est qu'une seule partie, que c'est surtout une pédagogie. Mais Aurélie et d'autres, ils avaient des questions sur l'aménagement. Donc, tu as commencé en disant que voilà, essayer d'analyser ce qui est encombrant, pas encombrant, faire de la place, c'est poser la question sur les bureaux, pas bureaux, voilà, que tout soit utile. Est-ce qu'il a d'autres conseils sur voilà, les indispensables? C'était surtout des questions par où commencer, ou comment réfléchir à cet aménagement, ou quels sont les outils indispensables? Alors, dans les outils indispensables, il n'y en a pas tant que ça finalement. On peut partir de pas grand-chose, comme on le disait. Maintenant, quand on met en place vraiment le flexible à 100%, on essaye d'avoir, oui, des assises qui sont diverses et variées. Ça, Mhm, c'est cool. Maintenant, je dirais que moi, je le redis, mais la première chose, c'est vraiment de libérer l'espace pour que mhm, les élèves puissent se déplacer. Moi, j'ai pas de coin.
dans ma classe à proprement parler. Enfin, j'ai un espace de stockage de français, un espace de stockage de maths, puisque je travaille par ceinture de compétences. Donc, en fait, j'ai des ateliers de manipulation autonome qui sont inscrits dans des feuilles de route de ceinture de compétences. Ok. Et les élèves peuvent aller se servir dans ces coins maths ou français, selon s'ils sont sur leur feuille de route maths ou français, par couleur de ceinture. Donc, ça m'a demandé de poser en fait au départ tous les ateliers, de les ordonner selon la progression de ma classe. Donc Mhm. j'ai fait une progression et puis ensuite j'ai réparti mes petites boîtes de manipulation selon chaque période. Chez les grands, je dirais, de ce que j'ai pu voir et lire, chez les plus grands, c'est facile de mettre plus de ceintures. En CP, moi, je me cantonne à 6 ceintures. J'en ai 5 Ok. qui font globalement période 1, 2, 3, 4, 5. Et j'en ai une sixième qui va plus loin, qui peut être proposée aux élèves plus avancés, parce qu'elle est presque niveau CE1. Alors après, par contre, l'avantage, c'est que quand on travaille comme ça par ceinture, les élèves peuvent passer d'une ceinture à une autre au moment où ils sont prêts. C'est-à-dire que quand ils passent de la ceinture blanche, qui est la première ceinture, à la ceinture rose, c'est pas tout le monde en même temps. J'ai des élèves qui vont passer à la ceinture rose avant les vacances de la Toussaint, et j'en ai en revanche qui vont vraiment attendre après les vacances de la Toussaint, voire même un peu plus, et pouvoir rester par exemple 7 ou 8 semaines sur la première ceinture parce qu'ils mettent plus de temps à intégrer ce fonctionnement en ceinture, à comprendre en fait le principe, à gagner en autonomie, parce que l'autonomie c'est difficile et ça s'apprend, on n'est pas autonome direct. Donc voilà, il faut y aller petit à petit. Donc moi j'ai vraiment juste un espace rangement de maths et un espace rangement de français. Donc globalement, voilà, pour l'aménagement d'espace, j'ai pas beaucoup de... Enfin, ça m'a pas demandé beaucoup de place. J'ai pas... Enfin, j'ai des petites tables, des petites chaises, oui, mais dans les coins espace, en fait, j'ai vraiment une étagère qui est consacrée aux maths et j'ai un grand meuble à casier qui avait été fabriqué par le menuisier de la commune. Donc, il a 30 casiers. J'ai de la chance parce que comme il a été fabriqué avec du matériel de récup, il est plus grand que les casiers qu'on peut trouver dans le commerce. Et donc, j'ai une partie casier pour mes élèves et une partie que je peux utiliser pour le stockage du Super. matériel de français. Donc voilà comment je fais pour stocker enfin, pour aménager en fait la classe. Et après, j'ai viré beaucoup de tables, beaucoup de chaises. J'ai retiré des cases sous les tables pour que les ballons puissent passer sans souci parce que les grands élèves, ils ont souvent les genoux qui cognent quand ils Oui. sont sur un ballon. Et du coup, ça posait souci. Donc ça, c'est pareil. La première année, ils m'ont dit, maîtresse, tu sais, j'ai mal au genou. J'ai dit, bon, ben, on va enlever les cases, en fait. Et donc, j'ai fait démonter quatre cases, ce qui fait que j'ai quatre tables qui peuvent être déplacées à l'envie, en fait. Les élèves peuvent prendre la table, parce qu'elles sont assez légères, c'est des tables individuelles. Donc, l'élève peut prendre une table et puis la mettre là où il en a envie et s'installer avec le ballon pour avoir un espace plus cosy sous ses genoux, parce que c'est pas simple. Donc après, voilà, en termes d'investissement, des assises flexibles, ça c'est pas mal. Pour ce qui est gestion de l'autonomie et du temps, je dirais que les timers, donc le time timer par exemple, de chez Optoys, ou bien même les sabliers tout simplement, Mhm. que l'élève retourne, et puis ça lui permet en fait de contrôler son temps tout seul. Voilà, parce qu'au départ, c'est difficile hein, de dire à un Oui. élève, bah, tu fais cette activité, puis quand tu as fini, non, faut vraiment avoir des repères, sinon les petits, notamment les petits, parce que chez les grands, c'est plus facile de leur dire bah, dans 10 minutes, parce qu'en général, ils savent lire l'heure, chez les CM2 par exemple, mais pour un CP, dans 10 minutes, ça peut être Super demain. bien. Hein. Mhm. Voilà. Ok, super. Au niveau du financement, c'était des questions qu'on a reçues. Oui, Comment alors tu as fait? au départ, j'ai financé en montant un projet de classe flexible. Donc, j'avais l'aval de mon inspectrice qui était d'accord. Enfin, au départ, elle ne connaissait pas. Elle est venue voir, elle a apprécié et donc elle a validé le principe. Et donc, j'ai monté un projet rapidement. En fait, l'idée, c'était d'écrire
les objectifs à atteindre par le fonctionnement flexible, de décrire quelles sont les modalités que j'employais en pédagogie et les besoins que j'aurais. Et donc, Mhm. une fois que j'avais couché tout ça sur le papier, ce projet a été lu et validé par mon inspectrice et ensuite présenté à la mairie pour une demande de budget. Et donc, j'ai reçu une subvention de la mairie pour pouvoir obtenir du matériel. Et donc, comme c'est un fonctionnement sur plusieurs années, la mairie nous suit sur plusieurs années. Donc, à budget, chaque année, en fait, on peut racheter des petites choses. Donc, par exemple, bon, moi, je suis déjà pas mal équipée parce que j'avais démarré toute seule avec mon propre équipement au départ. J'avais acheté beaucoup sur des bons coins, etc. Donc, je m'étais beaucoup équipée, mais mes collègues qui se sont lancés après moi ont pu avoir des meubles des meubles à casier à roulettes, un pour chaque classe de CP, des petites galettes pour s'asseoir, des aides-tools, là, les systèmes qui Mhm. permettent de poser ses fesses et puis poser une tablette, des petits coussins, enfin voilà, des tables différentes, des tables classiques, des tables en forme de fleurs, donc voilà, tout ça, et des tabourets oscillants aussi. Donc voilà, et chaque année, on peut demander un petit peu de budget. Donc là, on a équipé les classes de CP, les classes de CE1 également. Et petit à petit, ça monte dans les niveaux, puisqu'on a des enseignants pardon, qui adhèrent et qui souhaitent équiper aussi leur classe. Donc c'est faisable. Il faut essayer de monter des budgets, des Des projets projets. pour obtenir des budgets. Très bien. J'entends le petit, tu veux remonter? C'est compliqué. Moi qui m'attendais à ce qu'il fasse dodo, je t'avoue que là, non, je vais le laisser. Voilà, c'est mitigé. Il est assis en fait, il est assis dans son lit, donc je pense que là, Bon, ça va être bon pour une promenade après le live et puis il dormira dans la poussette, hein. bon. Vis ma vie de maman. Et oui, on est flexible aussi dans les lives. C'est ça. Bah oui, j'ai pas le choix, hein. Là, pour le coup, voilà. Je sais pas si on a loupé des questions, je te laisse me dire parce que j'ai pas trop Oui, il avait une regardé. question justement, tu parlais des différents niveaux et parlais de si c'est possible de faire une grande section. Oui, bah oui, en grande section, pourquoi ce serait pas possible? D'autant qu'en plus en maternelle, ils ont vraiment cette habitude déjà de bosser avec. Enfin, ils ont pas tous une table, ils sont déjà souvent en atelier tournant. Donc, j'ai fait peu de maternelle, donc je peux pas en parler trop parce qu'on parle pas de ce qu'on connaît pas, clairement. Mais à l'époque où j'ai fait de la petite section, il y a déjà 11 ans, je travaillais en atelier tournant sur la semaine en fait. Donc j'avais 4 ateliers différents qui tournaient et les élèves tournaient tous les matins sur ces ateliers-là. Donc, quelque part, le fonctionnement était déjà de la classe flexible parce qu'il y avait des élèves qui étaient sur des bancs, j'avais des élèves qui étaient en train de faire de la peinture à des chevalets, ils étaient debout, j'avais des élèves qui étaient assis en train de compter, de placer, de trier, pardon, par exemple Mhm. des couleurs. Donc, voilà, pour moi, c'est pas du tout incompatible et au contraire, c'est même plus facile de passer au flexible en maternelle parce qu'on n'a pas cet a priori de la classe de grands. Oui, Parce que souvent, les parents, ils disent à leurs enfants, quand tu rentres au CP, tu vas voir, tu vas être dans la classe des grands avec oui, les tables, etc. Donc finalement, c'est l'image qu'on en a tous, quoi. oui. Et Donc il a voilà. beaucoup de questions autour du fonctionnement, donc on va passer dans cette phase. Par exemple, comment gérer les bruits? Parce que si vous êtes nombreux en classe, 25, ça peut faire du bruit. Et aussi, voilà, comment éviter que ça dérange les classes voisines, en fait. D'accord. Alors, pour pas déranger les classes voisines, j'ai envie de dire, tu fermes la porte, mais non. Non, je l'ai fait au départ parce que c'était compliqué. C'est compliqué quand on démarre et qu'on est tout seul dans son école. Mm. Après, quand ça devient un fonctionnement qui est un peu plus, je crois que je vais devoir monter, quand ça devient un fonctionnement qui est un peu plus établi et que des collègues vous Oui. suivent, c'est plus facile aussi à pratiquer. Alors aussi, moi j'utilise le couloir, par exemple, pour les élèves qui veulent s'entraîner à réciter une poésie, ils vont sortir dans le couloir, ils vont se mettre un peu à part. Alors ça sous-entend d'avoir confiance, ça sous-entend Mm. d'avoir travaillé tout ça avant, hein. On ne les met pas dans le couloir dès le début de l'année, sinon c'est la catastrophe. Et puis beaucoup d'autorégulation, c'est-à-dire que moi j'ai un maître du silence dans la classe. Chaque semaine, j'ai un responsable, ça peut être chaque semaine, ça peut être chaque 15 jours, enfin selon les modalités qu'on veut mettre en place. Mais j'ai un élève en fait qui est responsable du silence et qui va faire comprendre à ses camarades quand il y a trop de bruit en simplement levant la main. Du coup, c'était parce que si on crie chute, Oui, fatalement il y a plus de ça- bruit en fait, hein. J'ai testé pour vous, ça marche pas.
C'est la cata. Donc en fait, cet élève lève la main. Et quand un élève le voit lever la main, il lève la main à son tour pour faire comprendre Il que, a pour compris. dire je t'ai compris, voilà, je t'ai compris. Et en fait, on se retrouve avec une petite armée qui lève la main. Et Super. finalement, donc forcément, comme ils lèvent la main, ils sont en train de regarder. Donc on le verbalise, on l'explicite énormément au début de l'année que si j'ai la main levée, j'ai la bouche fermée. Parce que du coup, il y en a qui peuvent avoir la main levée et continuer de papoter. Donc ça sert à rien. Mais du coup, si vous avez 5-6 élèves déjà qui lèvent la main, les autres, par mimétisme, ils vont voir qu'il y a un souci en fait. Et du coup, bah hop, on redescend le volume sonore. Alors, c'est pas magique, ça peut durer, ça peut être à refaire pendant, enfin, toutes les 10 minutes pendant une journée. Hein, ça met de patience au départ, mais très vite, ça finit par être bien compris parce qu'en fait, ils intègrent qu'en fait, c'est eux que ça dérange. C'est-à-dire que Mhm. si ça vient de l'enseignant, j'ai toujours constaté, mais ça, je pense que tous les enseignants vous le diront, que quand ça vient de nous, c'est beaucoup moins évident que Mais quand ça oui. vient d'eux. Finalement, quand c'est un élève qui dit, mais il y a trop de bruit, j'arrive pas à me concentrer, par ce fait qu'ils ont de l'empathie entre eux, les autres vont dire bah, on va plus se taire. Alors que si c'est la maîtresse qui le dit, voilà, c'est peut-être le côté ah, la maîtresse elle réclame, elle casse-pied. Mais si c'est un élève qui a un besoin, et donc moi je passe tout par les élèves en fait, je leur dis bah, tu as un besoin, tu vas C'est super. l'exprimer. Je vais monter Oui, 2 secondes, je te ça laisse me donne deux monter. petites minutes parce que là Aucun c'est le souci. drame. Donc, je profite pour répondre à une question qui a été posée au début. Donc, est-ce qu'il aura un replay? Oui. En fait, cette vidéo autour de la classe flexible sera disponible sur notre chaîne YouTube. Aussi, on va les mettre en IGTV sur Instagram. Et voilà, vous pouvez aussi, je pense qu'on va la partager aussi sur Facebook, mais ça sera sur notre chaîne YouTube parce que vous avez été nombreux à dire que c'était intéressant et pas tout le monde est disponible aujourd'hui à 14 heures pour nous suivre. Donc, vous pouvez faire un replay à tout moment sur notre chaîne YouTube et également aussi vous dire que sera toute l'information. On va faire un article de blog un peu récap avec les conseils, avec voilà, toutes les astuces que Audrey nous a données pour, voilà, pour concentrer l'information. On va faire un article sur notre blog, blogoptoys.fr. Vous auriez toute l'information, un petit récap, ça va être aussi facile pour tout le monde. Et aussi pour les malentendants, je ne sais pas s'il y a des malentendants aussi qui nous suivent. Et aussi, bien sûr, sur notre site internet aussi, on aura l'information autour des outils que vous pouvez acquérir. Donc, j'ai fait un petit récap sur le replay, sur un article de blog qu'on va faire un peu de récap et Ça sur notre marche. sélection d'outils sur notre site internet parce qu'il avait des questions autour de replay. Bon, Pas de tout va souci. bien? Oh bah je l'ai descendu, il est en face de moi. Ok. Il me fatigue. Je pense qu'en fait, il nous entendait. Et tu sais, mon fils, il est un peu comme sa mère. Il veut tout Il veut savoir. participer. C'est ça, il est bavard comme sa mère. Et voilà. Donc, du coup, voilà. Bon, Il est là coucou! derrière. Voilà, voilà. On a gagné un Du coup, c'est bon. participant. Très bien. Ouais, c'est ça, il participe. Et puis, il sera cuit ce soir. Tant pis pour lui. Donc, autour du fonctionnement, on a des questions sur comment organiser les ateliers. Si il a un emploi du temps avec des ateliers définis, selon les centres, si, voilà, si à quel moment, si c'est aussi un rituel d'être tous ensemble et travailler tous les groupes. Voilà, c'est Mhm. comprendre un peu le fonctionnement. Alors, les ateliers, euh, moi souvent, ce que je fais, alors moi, comme je fonctionne en ceinture, c'est un petit peu différent, mais ça se Mhm. rejoint quand même. C'est-à-dire qu'il y a des matières qui se prêtent, je trouve, à couper son groupe classe. Donc, il y a des moments où je fais avec le groupe classe en entier. Et il y a des moments où vraiment je coupe ma classe en deux. Donc moi je la coupe en deux parce que j'ai que 13 élèves. Donc ça me fait un groupe de 6, un groupe de 7, c'est correct. Si on a une classe à 27, on peut la couper en 4, hein, c'est pas un souci. Ou encore en demi-classe, tout dépend de ce qu'on est en train de faire. Mais en tout cas, par exemple, je travaille la production d'écrits. Je vais donner un exemple précis. Dans ma classe, je travaille la production d'écrits en demi-groupe parce que Mhm. justement, c'est compliqué d'accompagner tous les élèves en même temps sur de la production d'écrits. Donc, je prends une moitié de classe avec moi et les autres sont en autonomie. Donc, moi, chez moi, ils sont en ceinture de compétences, ce qui veut dire qu'ils prennent leur feuille de route de ceinture et qu'ils vont réaliser des ateliers autonomes de manipulation qui sont inscrits sur la feuille de route.
selon la ceinture dans laquelle ils évoluent. Sachant que j'ai plusieurs domaines dans la ceinture, par exemple la ceinture de français, donc maîtresse au tableau qui est passée tout à l'heure, coucou, Émilie, elle fonctionne comme ça aussi. Donc du coup, j'ai plusieurs sous-domaines, donc la lecture par exemple, la production d'écrit, le lexique, etc. Et donc en fait, les élèves peuvent valider la ceinture par sous-domaine. C'est-à-dire qu'un élève qui carbure en lecture peut être déjà à la ceinture rose de lecture ou à la ceinture jaune après. Donc les couleurs, c'est selon ce que vous avez envie, hein. Je dis mes couleurs à moi parce que c'est plus facile dans ma petite tête. Et à contrario, cet élève qui carbure en lecture peut avoir moins d'affinité avec les nombres et donc être que à la ceinture blanche en mathématiques. Ou bien simplement être même en lexique, par exemple, donc dans le même domaine, le français toujours, dans une ceinture différente. Donc voilà, et donc sur ces créneaux-là où je prends moitié de classe, mes élèves se déplacent avec leur feuille de route et vont prendre la boîte qui correspond à l'atelier qu'ils vont réaliser et le faire là où ils veulent dans la classe, puisque moi, comme j'ai pas de coin matérialisé, on s'installe où on en a envie. Après, si on travaille en centre, le principe va être sensiblement le même, simplement les centres vont être imposés. C'est ce que je faisais au départ, c'est-à-dire qu'on peut avoir une programmation sur son tableau avec le nom des élèves et à côté le centre qu'ils vont devoir réaliser sur la journée. Donc par exemple, on peut leur mettre deux ou quatre, deux centres par exemple. Et sur le créneau où ils sont en autonomie, admettons que c'est 20 minutes d'autonomie ou 30 minutes, 20 minutes si on fait par exemple le graphisme aussi, quand on apprend les gestes d'écriture, je prends la classe en moitié. 20 minutes de graphisme, et ben 20 minutes un centre. Et 30 minutes de production d'écrit, ben pendant ce temps-là, les élèves du groupe autonomie vont pouvoir faire un centre pendant 30 minutes, ou bien deux centres, 15 minutes, ou bien un centre pendant 20 minutes et commencer un autre centre pendant 10. Et puis le lendemain, au nouveau créneau de centre, il pourra terminer son activité. Parce que le principe, justement, c'est aussi d'avoir cette flexibilité du temps qui fait que si on n'a pas terminé, j'ai ma secrétaire personnelle. Oui, je les vois, c'est bien. Hein. C'est cool, hein, merci Eva. Donc du coup, voilà, l'élève, s'il n'a pas terminé ce qu'il a démarré le lundi en centre, il peut terminer le lendemain. Moi, le principe sur les ceintures de compétences, comme je le disais tout à l'heure, c'est que, coucou mon fils, c'est que ils peuvent avoir la période entière. Alors, du coup, moi, j'ai des élèves qui vont mettre 3 semaines, par exemple, à terminer certaines activités, et d'autres qui vont mettre moins, en fait. Donc, voilà. Mais c'est juste une flexibilité, c'est le temps en fait qui est différent dans le principe là où je suis en ceinture de compétences. Mais si vous êtes en centre, c'est le même principe, simplement c'est un petit peu plus guidé, peut-être un peu plus rassurant au départ. Moi, la raison pour laquelle je suis passée en ceinture, c'est que dans les centres, il y a un moment donné où je ne m'y retrouvais plus, c'était quand le moment de changer de centre, j'avais des élèves qui n'avaient pas terminé un centre et il fallait laisser de la... Enfin, théoriquement, dans ma rotation que j'avais prévue, j'avais des élèves qui devaient se rendre au centre de lecture, mais le binôme d'avant n'avait pas fini le centre de lecture. Donc, ça faisait des bouchons. Et j'avoue que j'ai mal géré tout ça. Enfin, j'ai pas su trouver une solution idéale à tout ça. Et les ceintures, voilà. Donc, je me suis dirigée vers les ceintures. C'est comme ça qu'en fait, je m'y suis dirigée. Hein. C'était pas du tout venu comme ça. C'est juste que les centres, j'ai pas forcément adhéré, peut-être par mon expérience qui n'était pas forcément la bonne. J'ai peut-être pas perduré suffisamment non plus, mais j'ai pas trouvé, je m'y suis pas retrouvée suffisamment pour maintenir en fait. Voilà. Et puis aussi, quand ils étaient par binôme, c'est moi qui choisissais les binômes, et des fois il y avait un des deux du binôme qui avait fini l'activité avant et donc qui était obligé d'attendre son camarade. Donc des fois le tutorat c'est bien. Ça, je le prône à 100%, mais tout le temps d'être toujours en train d'attendre le copain, c'était pas non plus simple. Oui. Donc, avec le principe des ceintures, ils sont en autonomie en fait, finalement, ils sont avec leur feuille de route qui leur est propre. Ce qui les empêche pas de trouver un camarade de la même ceinture pour réaliser certains ateliers, parce que quand on est sur un travail, sur un jeu, par exemple, un jeu de cette famille, il faut bien trouver des copains pour y jouer.
Donc, ils sont obligés de quand même aller solliciter des camarades. Mhm. Et le tutorat se met en place aussi, puisque dans ma classe, j'ai un suivi de ceinture, et donc on peut facilement, avec le visuel, voir si le camarade est à la ceinture suivante. Et donc, on peut lui demander de l'aide, en fait, euh, à ce camarade, puisqu'on sait qu'il a réussi s'il est à la ceinture au-dessus de nous, c'est qu'il donc il va pouvoir nous débloquer. Donc, les élèves vont les voir. Et pareil, dans mes groupes, j'y pense maintenant, je sais que certaines collègues, comme Maîtresse Aurel, les filles qui ont écrit le livre enseigné en classe flexible peuvent utiliser des colliers de tuteurs ou Oui. des colliers en fait pour identifier vraiment l'élève. On ne voit pas, mais voilà, je disais des colliers où c'est avec une petite carte pour être référent. Moi, j'avais pas utilisé de collier. J'ai une affiche dans la classe où j'ai groupe A et groupe B et j'ai la liste de mes élèves dessus. Et à côté des élèves référents, j'ai mis un petit symbole d'une bouée, les bouées canards qu'on met autour de son ventre. Et donc, en fait, je les appelle mes bouées de sauvetage. Du coup, c'est comme ça que cette Ah, année, je c'est les bien. appelais. Et donc, en fait, ils allaient voir sur cet affichage, voir qui était dans leur groupe avec une bouée. Et donc, pouvaient leur prêter main forte. Donc, ils allaient chercher une bouée de sauvetage dans leur groupe. Ah, Donc, c'est voilà, super. si l'élève X avait une bouée à côté, il pouvait aller le voir et lui demander tout en sachant toujours qu'on respecte évidemment ses camarades et qu'on ne va pas interrompre un copain qui est en plein atelier pour lui demander de l'aide parce que ça Mhm. se fait pas et que voilà, on attend, on voit si un autre copain est dispo, on lui dit gentiment qu'on a besoin d'aide et le copain viendra après. Enfin voilà, être tuteur, c'est aussi, Oui. ça se travaille également, hein, mais voilà, on va pas en parler tout de suite, mais voilà. Est-ce que les activités de chaque centre sont expliquées quotidiennement? Alors, ça dépend encore une fois du fonctionnement. Ça peut être début de semaine, expliquer les centres de la semaine. Ça peut Mhm. être expliquer les centres du jour le matin. Ça peut être comme moi, une grosse présentation des ceintures en début de période. Et ensuite, quand certains élèves vont passer, en fait, chez moi, au départ, j'explique la ceinture blanche à tout le monde. Et ensuite, quand les premiers élèves vont passer leur ceinture rose, je vais leur expliquer à ces élèves-là, mais du coup pas à ceux pas encore, qui n'en sont pas encore à cette étape-là. Et donc, petit à petit, les élèves qui sont passés à la ceinture supérieure deviennent les référents de la ceinture. Donc, eux peuvent aller expliquer aux copains, ah bah tiens, tu Super. vois cet atelier-là, dans la ceinture rose, alors voilà ce que tu peux faire, etc., etc. Mhm. Avec un enfant en situation de handicap mental, bah, je l'ai fait cette année. J'avais une élève là qui en souffrait et qui est orientée en Ulysse, là, qui s'en va de la classe et qui a très très bien adhéré au principe des ceintures de compétences. Donc elle avait une AESH qui l'accompagnait, une auxiliaire d'aide à la scolarité, qui l'accompagnait dans tout ce qu'elle faisait. Mais cette élève s'y retrouvait. Alors il fallait bien sûr davantage la guider, plus l'aiguiller les déplacements pour se repérer dans l'espace de la classe parce que c'est difficile. Mais elle a fait absolument comme les autres camarades. Elle choisissait les ateliers qu'elle avait envie de faire. Elle exprimait ce qu'elle voulait faire ou pas. Donc non, non, c'est jouable. Mhm. Bon, il nous reste 2 minutes. Donc, Oui, est-ce que tu peux nous dire les erreurs à éviter? bah, il faut pas se lancer trop vite tout de suite parce qu'on peut prendre un mur. Il faut pas hésiter à revenir en arrière, c'est pas une erreur et c'est pas une honte. Et enfin voilà, faut dédramatiser tout de suite parce que des fois on fait 3 pas en avant et on va faire 6 pas en arrière et changer de chemin parce que voilà, on s'adapte à nos élèves. Faut pas être figé en fait Oui. dans nos idées, mais comme dans Flexibilité. toutes les voilà, c'est ça, mais comme dans toutes les classes, hein, c'est pas j'aime pas trop quand on dit pour le flexible, il faut ça, parce qu'au final, c'est pour tout le monde, Oui. il faut pas rester figé. Donc voilà, après, dans les gros écueils, Bon. je pense que c'est tout. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, c'est parfait. C'est que c'est, Ah, d'accord. c'était très clair. C'était pour moi très constructif, très flexible, très direct parce Désolée qu'on pour a toutes eu. les interruptions. Non, mais c'est très bien. C'était très vivant. Et merci Audrey vraiment pour cet échange. On a plein Bah, de merci à questions. vous surtout de m'avoir invité à toute l'équipe d'Optoys parce que voilà, je travaille avec vous déjà, enfin, ça fait un moment qu'on se connaît et qu'on échange et du coup ça m'a fait vraiment plaisir que vous me sollicitiez. J'ai même oublié de le dire au début du live, mais merci de m'avoir fait cette proposition au mois de juin parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger par ici ou en formation en direct.
Super. Merci Audie Mécresse et Avec merci à vous plaisir. tous d'être là. Rendez-vous sur notre page Facebook aussi Optoys, sur notre site internet Optoys et plein de billets sur blogoptoys.fr. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.